Un seul nom suffisait à glacer le sang des Viet Cong. Pourquoi cette terreur? Ils étaient maîtres de la jungle, mais le sergent-chef Jerry Mad Dog Shriver était le maître de la traque. C'était une force calme et calculatrice. Il ne criait pas les ordres, il les murmurait. Shriver menait les opérations les plus risquées loin derrière les lignes ennemies, là où personne d'autre n'osait poser le pied. À première vue, un simple soldat, mais en réalité, un fantôme insaisissable. Ses ennemis le croyaient surnaturel. Il surgissait du néant, il frappait avec une précision létale. Puis, il disparaissait dans les ombres avant même que l'alerte ne soit donnée. Sur le sol, on ne trouvait aucune empreinte, mais le destin a fini par le rattraper. En 1969, sa légende avait atteint son apogée. Il semblait intouchable. Pourtant, lors d'une ultime mission, le contact a été rompu. La radio a grésillé une dernière fois avant de se taire. Jerry Shriver ne s'est pas replié. Il s'est volatilisé dans la nature. On ne l'a plus jamais revu. Le 24 septembre 1941. C'est la date précise où tout a commencé. Jerry Michael Shriver est né ce jour-là à Defuniak Springs, en Floride, une ville minuscule. Ici, le rythme est lent. Tout le monde connaît le nom de son voisin. Ce n'était pas un endroit riche. Sa famille ne possédait rien de superflu. Il vivait simplement, au jour le jour. Pourquoi Jerry était-il différent des autres enfants? La plupart étaient bruyants et cherchèrent l'attention. Mais Jerry restait en retrait. Il était calme, poli. Il préférait les livres et le silence de la nature aux cris de la cour de récréation. Il ne posait aucun problème. Son regard était déjà sérieux, presque adulte. Son père était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Jerry portait cet héritage militaire en lui bien avant de porter l'uniforme. À première vue, un adolescent timide et sans histoire. Mais en réalité, un homme de discipline en pleine formation. Il ne sortait pas. Il ne cherchait pas la popularité au lycée. Seul l'objectif comptait. Après le diplôme, il a tenté l'université. Une courte période, il a vite compris. Les salles de classe n'étaient pas pour lui. Il voulait une épreuve réelle, quelque chose qui brise ou qui forge. Il s'est engagé dans l'armée américaine. C'était le début de la transformation. Dès le premier jour, il a appliqué une rigueur totale. Autour de lui, les nouvelles recrues plaisantaient. Elles cherchaient à éviter les corvées. Jerry faisait l'inverse. Il poussait son corps à la limite, chaque jour un peu plus fort. Il ne se plaignait jamais. Il ne cherchait pas à impressionner les instructeurs. Il travaillait. Sur les fiches d'évaluation, les notes montaient. L'infanterie classique ne lui suffisait pas. Il a visé l'élite, les forces spéciales, les bérets verts. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. Il partait là où personne d'autre n'osait aller, souvent sans aucun soutien. Pour porter ce béret, il fallait réussir les tests physiques et mentaux les plus durs de l'armée. Jerry n'a pas seulement réussi, il a écrasé la concurrence. On entend le bruit des armes automatiques sur le champ de tir. Jerry a tout appris. La survie en jungle hostile, les langues étrangères pour l'infiltration, le maniement des explosifs, le combat au corps à corps. Il a absorbé chaque technique mortelle. Le jeune homme calme de Floride était devenu une machine de guerre. 1965. C'est l'année où Jerry Shriver a atteint la ligne de front d'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire américaine. Il maîtrisait les explosifs. Il excellait au combat au corps à corps. Mais le Vietnam n'était pas une guerre conventionnelle. Pourquoi les soldats américains échouaient-ils souvent? Les cartes ne servaient à rien. Il n'y avait pas de ligne de bataille claire. C'était un conflit sale, confus et mortel. Les soldats ne se battaient pas seulement contre des hommes armés. Ils se battaient contre la jungle elle-même. L'armée nord-vietnamienne et leurs alliés du Viet Cong étaient impitoyables. Ils refusaient l'affrontement direct. Ils utilisaient le terrain. Des pièges en bambou dissimulés sous les feuilles, des tireurs d'élite invisibles dans la canopée, des réseaux de tunnels qui s'étendaient sur des kilomètres sous la boue. Une minute, le silence régnait. La minute suivante, les balles sifflaient et le sol explosait. C'était un endroit où l'on pouvait mourir sans jamais avoir vu le visage de son ennemi. Mais ce n'était que le début. Jerry ne semblait pas dérangé par ce chaos. Certains disaient même qu'il semblait plus vivant au Vietnam que partout ailleurs. Sur les images d'archives, on observe son attitude. Calme, le regard fixe, totalement verrouillé sur sa mission. La plupart des hommes paniquaient. D'autres perdirent leur concentration à cause de la chaleur et de la peur.
Jerry, lui, restait affûté. Il se déplaçait dans la végétation dense comme s'il était chez lui. Il analysait le terrain, il surveillait les arbres, il écoutait le moindre craquement de branches. Le danger ne le rendait pas nerveux, il le rendait plus fort. Ses compétences uniques ont attiré l'attention. Il a été sélectionné pour une unité encore plus intense, le MACV-SOG. À première vue, un groupe d'études et d'observations techniques, mais en réalité, l'unité d'opération spéciale la plus secrète du Pentagone. La majorité des Américains ignoraient de son existence. Seule l'élite pouvait y entrer. Le MACV-SOG ne surveillait pas les bases. Il ne faisait pas de patrouille de routine. Il s'enfonçait profondément en territoire ennemi. Ils traversèrent les frontières vers le Laos et le Cambodge. Techniquement, les troupes américaines n'avaient pas le droit d'être là. Leur mission était brutale: localiser les bases, couper les lignes de ravitaillement, exfiltrer des prisonniers et capturer des officiers ennemis pour les interroger. L'erreur était interdite. Chaque mission pouvait être la dernière. Ces hommes partaient en petites équipes de 6 à 12 soldats. En face, ils affrontèrent des centaines de combattants ennemis. S'ils étaient capturés, aucun secours ne viendrait. Le gouvernement nierait leur présence. Beaucoup ne sont jamais revenus. Mais Jerry continuait de signer pour de nouvelles missions. Encore et encore. Il ne se contentait pas d'être bon. Il semblait construit pour cette guerre. Il exécutait les ordres et menait ses opérations avec une concentration froide, presque mécanique. C'est là qu'il a tissé un lien unique. Il a appris à travailler avec les combattants locaux, les montagnards. C'étaient des tribus des hauts plateaux du centre du Vietnam, des guerriers courageux qui haïssaient les communistes. Mais ils étaient méfiants. De nombreux soldats américains les traitaient avec mépris. Jerry était différent. La caméra enregistre souvent ces scènes. Jerry assis au sol, partageant sa ration avec eux. Il les traitait avec respect. Il a appris des rudiments de leur langue. Il mangeait leur nourriture. Il dormait à leur côté. En retour, il lui vouait un respect absolu. Jerry ne dirigeait pas depuis l'arrière. Il était toujours devant, le premier à s'exposer au feu, le premier à entrer dans la zone de mort. Il ne demandait jamais à ses hommes de faire ce qu'il ne ferait pas lui-même. Zéro soutien aérien. C'était la règle pour cette mission de la fin de l'année 1966. Pourquoi accepter un tel suicide? La plupart des officiers auraient refusé. Mais Jerry Shriver ne demandait jamais à ses hommes de faire ce qu'il ne ferait pas lui-même. Son équipe a été envoyée au plus profond du Laos. C'est là que les Nord-Vietnamiens avaient construit leur route secrète, la piste Ho Chi Minh, une mission classée top secret. En cas de capture, il n'y aurait aucun renfort, aucune extraction, aucun sauvetage. Tout a dérapé en quelques secondes. L'unité est tombée dans une embuscade brutale. La jungle a explosé sous les tirs de mortier et les grenades. L'ennemi les encerclait totalement. L'odeur de la cordite a saturé l'air. Dans une telle situation, la majorité des hommes se figent. La peur paralyse les muscles. Certains tentent de se terrer, d'autres cèdent à la panique. Mais pas Jerry. Il ne s'est pas caché. Il a couru droit vers les lignes ennemies. Il a arrosé la zone de balle. Il a lancé ses grenades avec une précision chirurgicale. Le fait d'être en infériorité numérique ne l'intéressait pas. La perspective de sa propre mort ne le ralentissait pas. Son unique objectif était de gagner du temps. Il devait permettre à son équipe de se replier. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'est pas parti seul. Il a agrippé un camarade blessé, puis un deuxième. Il les a traînés hors de la zone de mort sous un déluge de feu. Une balle l'a touché. Le sang coulait sur son uniforme. L'épuisement gagnait ses membres, mais il n'a pas arrêté. Il a continué à avancer. Il les a portés jusqu'au point d'extraction. Il a vérifié que chaque homme montait dans l'hélicoptère. À l'image, le retour à la base est saisissant. Tout le monde était sous le choc. Jerry était couvert de boue, de sang et de sueur. Il ne s'est pas effondré. Il s'est assis. Il a nettoyé son fusil. Il a rechargé son équipement. Il s'est préparé pour la mission suivante. C'est à cet instant précis que le surnom Mad Dog s'est imposé. Les soldats ont commencé à chuchoter sur son passage. Les histoires circulaient vite dans les forces spéciales. Certains pensaient qu'il était fou. L'ennemi, lui, le craignait. En 1966, il a reçu la Silver Star pour sa bravoure. Mais les médailles ne l'intéressaient pas. Il portait un uniforme sans insigne. Sur les photos, son visage restait fermé. Il parlait à peine. L'année 1967 est arrivée. La guerre au Vietnam est devenue encore plus violente. Les soldats américains mouraient quotidiennement.
La jungle était infestée de pièges. L'ennemi était partout. C'était un cauchemar logistique et humain. Mais pour Jerry, c'était simplement un jour comme un autre. Il enchaînait les missions, parfois 2 ou 3 fois par semaine. Chaque opération impliquait un vol en hélicoptère au cœur du territoire hostile. Une fois au sol, l'équipe devait bouger vite. Le silence était vital. S'ils étaient repérés, des centaines de soldats ennemis pouvaient converger en quelques minutes. Son équipe s'infiltrait, elle posait des explosifs, elle coupait les lignes de ravitaillement, elle espionnait les mouvements adverses. Parfois, l'objectif était de capturer des officiers de haut rang. Parfois, c'était du pur renseignement. Mais l'ennemi observait. L'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong ont remarqué une anomalie. Les rapports s'accumulaient sur ce bureau. Un Américain survivait à tout. Un seul homme échappait systématiquement aux encerclements. C'est devenu une histoire de fantôme parmi les soldats ennemis. Ils l'ont surnommé le fantôme blanc ou le fantôme de la jungle. Certains croyaient qu'il n'était pas réel. D'autres pensaient qu'il était un esprit maléfique. Les rumeurs disaient qu'il traversait les balles, qu'il ne dormait jamais, qu'il tuait à main nue. La peur des Nord-Vietnamiens était concrète. Ils ont mis sa tête à prix. Les rapports parlent de dizaines de milliers de dollars de récompenses. Mais personne n'a jamais pu encaisser cette prime. En novembre 1967, Jerry a participé à l'une des opérations les plus héroïques de sa carrière. Le renseignement américain avait localisé un camp de prisonniers au Laos. Des soldats américains y étaient détenus. Ils étaient enfermés dans des cages en bambou, battus, affamés. La plupart des stratèges jugeaient le camp imprenable. Il était protégé par la jungle épaisse et des centaines de soldats nord-vietnamiens. À première vue, une forteresse imprenable. Mais en réalité, une cible prioritaire. Le plan était simple, mais suicidaire. L'équipe devait atterrir à proximité, s'infiltrer à pied, attaquer le camp, libérer les prisonniers, disparaître. Tout cela en une seule nuit. Encore une fois, aucun renfort possible. S'ils échouaient, ils étaient seuls. Jerry a pris la tête de l'opération. Ils ont atteint le périmètre sans être détectés. Puis, l'assaut a été lancé, sans sommation. Des dizaines de gardes ont été abattus en quelques minutes. Jerry se déplaçait rapidement. Il n'a pas attendu les outils, il a brisé les cages en bambou de ses propres mains, il a aidé à sortir les prisonniers de guerre. Les hommes étaient faibles, squelettiques, à peine vivants. L'équipe a dû se frayer un chemin vers la sortie. Ils portaient les soldats secourus sur leur dos. Au milieu de la fusillade, une balle a traversé la jambe de Jerry. Il a vacillé. Mais il a continué d'avancer. Il a refusé de s'arrêter tant que le dernier homme n'était pas sorti du camp. On entend le vrombissement des hélicoptères qui décollent. Tous les prisonniers ont été sauvés. Pas un seul homme de l'équipe de Jerry n'a été perdu. C'était une mission parfaite, un résultat presque impossible dans une guerre aussi sale. Jerry a reçu une autre Silver Star pour ce sauvetage, mais le métal ne comptait pas. Il avait ramené des soldats américains à la maison, et cela valait plus que tout. 80 000 soldats ennemis. C'était l'ampleur de la vague qui a déferlé sur le Sud-Vietnam. Le 30 janvier 1968, la guerre a changé de visage. Pourquoi la surprise fut-elle totale? C'était le Tet, le nouvel an lunaire, une période de trêve sacrée. Mais le Nord-Vietnam et le Viet Cong ont brisé les règles. Ils ont frappé partout à la fois. Hue, Saigon, Da Nang. Ce n'étaient là pas des escarmouches isolées, c'était une invasion coordonnée. Les bases américaines ont tremblé sous les impacts de mortiers. Les soldats ont été pris au saut du lit, leurs armes encore verrouillées au râtelier. La panique a cédé la place au chaos. Les combats ne se déroulaient plus dans la jungle, mais dans les rues, les maisons, les bâtiments administratifs. Sur les images d'archives, on voit des façades éventrées, des civils qui courent à tous les balles, des marines à couvert derrière des voitures calcinées. Il a fallu des semaines pour reprendre le contrôle. Les pertes étaient colossales. Des milliers de morts, militaires et civils confondus. Ce fut l'une des périodes les plus sanglantes du conflit. Aux États-Unis, le choc a été brutal. Les citoyens allumaient leur télévision et découvraient l'horreur en couleur. À première vue, le gouvernement promettait une victoire imminente, mais en réalité, l'ennemi était plus fort que jamais. La confiance s'est effondrée. Les manifestations se sont multipliées. L'Amérique voulait sortir du bourbier. Mais Jerry Shriver ne regardait pas les informations.
La politique de Washington ne l'intéressait pas. Les discours au Congrès, les sondages, les éditoriaux. Tout cela n'existait pas pour lui. Il n'avait qu'une seule priorité, la mission. Début 69. La guerre s'éternisait. L'armée était épuisée, mais pas Jerry. C'est alors qu'un rapport de renseignement est tombé. Une cible majeure avait été localisée, pas au Vietnam, de l'autre côté de la frontière, au Cambodge. La zone était théoriquement neutre. Pourtant, les Nord-Vietnamiens y avaient construit une base gigantesque, un centre logistique vital, des armes, des vivres, des plans d'attaque. Détruire ce complexe porterait un coup fatal à l'ennemi. Mais l'opération était un cauchemar logistique. La cible était située loin en territoire hostile, aucun soutien au sol, aucune voie de repli facile. Il fallait s'infiltrer, éviter des centaines de patrouilles ennemies et frapper. C'était une mission suicide. Jerry s'est porté volontaire immédiatement. Il a composé son équipe lui-même, 12 hommes, pas un de plus, quelques soldats des forces spéciales américaines, et le reste, des combattants montagnards. Ces hommes avaient déjà combattu avec Jerry. Ils connaissaient sa valeur. Ils lui confièrent leur vie sans hésiter. Le 24 avril 1969, l'ordre de départ a été donné. Sur le tarmac, Jerry et son équipe sont montés dans les hélicoptères. Le plan était simple, voler jusqu'au Cambodge, s'enfoncer dans la jungle tenue par l'ennemi, localiser le centre de commandement et guider les frappes aériennes pour l'anéantir. On entend le vrombissement des rotors qui déchirent le ciel. Les appareils ont survolé la canopée dense avant de descendre en piqué. Ils ont atterri loin de tout secours. Les patins ont touché le sol, les hommes ont sauté. Les hélicoptères sont repartis. Le silence de la jungle est retombé. L'équipe a commencé sa progression à travers les broussailles. Chaque pas devait être muet. Le moindre bruit de branches cassées pouvait signer leur arrêt de mort. Ils avançaient, invisibles, les sens en alerte. Mais l'opération a dérapé presque instantanément. Quelques minutes seulement après l'atterrissage. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'enfer se déchaîne. L'ennemi était déjà là. Peut-être une patrouille de hasard, peut-être une unité aéroportée déposée en silence. Soudain, la jungle a craché le feu. Comment ont-ils été repérés si vite? Le bruit des hélicoptères a probablement trahi leur position. Mais la réaction a été immédiate et brutale. Des tirs automatiques ont explosé depuis la limite des arbres. L'équipe n'a eu aucun temps de préparation. Les balles sifflaient de tous les côtés, déchirant l'écorce et la terre. Les rapports radio ultérieurs ont confirmé le pire. Plusieurs centaines de soldats nord-vietnamiens saturés dans la zone. Le petit groupe mené par les Américains était totalement encerclé. Ils se sont jetés au sol. Ils ont rampé derrière des troncs pourris et des racines massives. Ils ont riposté à l'aveugle. Mais Jerry n'est pas resté à couvert. Sur le terrain, on voit une silhouette qui court à travers le chaos. Il se déplaçait d'un homme à l'autre. Il hurlait des ordres pour couvrir le bruit des explosions. Il tirait les blessés par leurs gilets pour les mettre à l'abri. Il a refusé de se cacher. La situation a empiré de seconde en seconde. À un moment précis de la bataille, la radio de l'équipe de Jerry s'est tue. Personne ne connaît l'instant exact de la coupure. Le signal a simplement disparu. Le commandement a compris que quelque chose avait terriblement mal tourné. Il n'y avait pas d'autre choix. L'appui aérien a été déclenché. Les bombardiers américains ont largué du napalm et des munitions lourdes sur le secteur. L'objectif était simple, briser la ligne ennemie par la force brute. Il fallait ouvrir une brèche pour permettre à l'équipe de Jerry de s'enfuir ou de se regrouper. Une fumée épaisse et noire a recouvert la jungle. Mais la radio restait muette. Aucune réponse de Jerry. À première vue, un silence radiotactique, mais en réalité, le signe d'une annihilation totale. Dès que le bombardement a cessé, les équipes de recherche et de sauvetage sont descendues. Elles ont passé la région au peigne fin. Elles cherchaient une trace de vie, un équipement brisé, du sang sur les feuilles, des douilles percutées, un morceau de vêtement. N'importe quoi qui prouverait que l'équipe avait survécu ou péri. Elles n'ont rien trouvé, absolument rien. C'était comme si l'équipe s'était évaporée. L'armée a classé Jerry comme porté disparu au combat. Personne ne savait ce qui s'était passé. Certains pensaient qu'il avait été tué lors de la fusillade initiale. D'autres affirmaient qu'il avait été capturé et traîné de l'autre côté de la frontière. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au fil des années, des rumeurs étranges ont commencé à circuler. D'anciens prisonniers de guerre américains
libérés ou évadés, ont rapporté des détails troublants. Ils affirmaient avoir vu un Américain pâle, détenu dans des camps secrets au Laos ou au Cambodge. Les descriptions étaient les précises. Certains parlaient d'un homme aux cheveux longs et à la barbe hirsute. D'autres disaient qu'il ressemblait à quelqu'un enchaîné depuis des années. Aucune confirmation officielle n'est jamais venue. Rien n'a jamais été prouvé. En 1974, 5 ans après la mission, l'armée américaine a tranché. Jerry Michael Shriver a été officiellement déclaré mort. Pourtant, son corps n'a jamais été retrouvé. À ce jour, ses restes n'ont jamais été récupérés. Certains croient encore qu'il a fini ses jours dans un camp secret. D'autres pensent qu'il a été tué dans ce dernier combat et enterré profondément sous la boue de la jungle. La vérité reste un mystère. C'est l'une des énigmes les plus obsédantes de la guerre du Vietnam. Durant son service, Jerry a accompli plus de 100 missions de combat. Il a obtenu 3 Silver Stars, une Bronze Star avec distinction, une Purple Heart. Mais ce ne sont pas les médailles qui ont forgé sa légende. Il continuait d'avancer quand les autres s'arrêtaient. Il n'a jamais écrit de mémoire. Il n'a jamais donné d'interview devant les caméras. Il n'est jamais rentré à la maison. Mais parmi les combattants les plus endurcis du Vietnam, son nom résonne encore.